Je m'appelle Heather Merrill, et à 33 ans, j'ai enfin découvert ce que ma propre famille estimait que je valais. C'est arrivé lors de la fête de fiançailles de mon frère, devant 60 invités. Nolan a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux, et a déclaré à la cantonade que je simulais pour attirer la compassion. Ensuite, il s'est penché, a agrippé les accoudoirs de mon fauteuil roulant, et m'a projeté sur le sol. Mon père s'est dressé au-dessus de moi, et m'a traité de plus grand échec de la famille. Ma mère a détourné le regard, comme si ma seule vue était une épreuve à laquelle elle devait survivre. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Depuis 2 ans, je rassemblais discrètement la seule chose, face à laquelle il ne pourrait jamais s'en sortir par de simples mots. Aucun de nous n'aurait pu deviner, que dans les 15 minutes qui suivraient, 5 policiers franchiraient ces portes, et que la pièce entière plongerait dans le silence. Laissez-moi revenir 2 ans en arrière. À la version de moi-même, à laquelle ma famille voulait que tout le monde croie. Je vis seul désormais, dans un appartement de plain-pied, à environ 25 minutes de la maison où j'ai grandi. À l'intérieur, tout est placé à ma portée. Je conduis ma propre voiture, une berline équipée de commandes manuelles. Et je travaille depuis ma table de cuisine, effectuant des recherches juridiques et des formalités de succession, pour 2 petits cabinets. Je suis assistante juridique. Ce terme a son importance pour la suite, alors gardez-le en tête. Les gens entendent le mot fauteuil roulant, et ils adoptent aussitôt une voix plus douce. J'ai arrêté de les corriger, car cela me demande une énergie que je préfère consacrer à mon travail. Ma famille, elle, n'a jamais pris de voix plus douce. Ils prenaient le téléphone. Et quand ils appelaient, c'était généralement pour me rappeler, de ne pas remuer le passé. Ne remettons pas tout ça sur le tapis, disait ma mère. Comme si le passé était un cadavre, que nous avions enterré ensemble, en jurant de ne jamais l'exhumer. Ils appelaient ça un accident n'impliquant qu'un seul véhicule. Le rapport l'appelait de la même manière. Toute la ville parlait de cette triste affaire avec la fille Merrill, qui a perdu le contrôle sur la route départementale 12. Et chaque fois que je fermais les yeux, je me souvenais de phares. Pas de mes phares. De phares qui fonçaient sur moi, haut et large, appartenant à un camion qui ne figurait dans le rapport de personne. Je pressais mes paumes à plat contre l'aluminium froid de mes accoudoirs, et j'essayais de maintenir ce souvenir immobile. Assez longtemps pour m'y fier. Ma famille avait aussi un mot pour ça. Ils appelaient ça de la confusion. Je commençais, pour ma part, à appeler ça une preuve. Voici l'histoire sur laquelle tout le monde s'était mis d'accord. Il y a 2 ans, par une nuit pluvieuse d'octobre, je rentrais du travail en voiture. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule, et j'ai fait une sortie de route sur la départementale 12. La voiture a fait des tonneaux. J'ai passé 9 jours dans le coma. À mon réveil, ma colonne vertébrale était touchée au niveau de la poitrine. Et le compte-rendu officiel de mon propre accident avait déjà été rédigé, signé, et classé sans moi. Au moment où j'ai enfin pu formuler une phrase, le rapport d'accident était déjà une porte close. Mon père avait parlé aux policiers intervenus sur place, qui, par hasard, jouaient aux cartes avec lui le jeudi. Ma mère avait affirmé à l'assistante sociale de l'hôpital, que j'avais toujours été une conductrice nerveuse. Le récit était coulé dans le béton, avant même que je puisse soulever ma tête de l'oreiller. J'ai essayé de leur parler du camion. J'ai essayé plus d'une fois. Mon frère, Nolan, s'accroupissait près de mon lit. Il me prenait la main, et me disait, avec cette voix chaleureuse qu'il utilise, « Tu t'es cogné la tête assez fort, Ed. Il n'y a pas de camion. » Et après suffisamment de mois de ce manège. Après suffisamment de repas de Thanksgiving où quelqu'un changeait de sujet, dès l'instant où je prononçais ce mot. La famille a trouvé une façon plus radicale de me gérer. Ils ont décidé que je n'étais pas confuse. Ils ont décidé que je jouais la comédie. Elle simule la gravité de la situation. J'ai entendu mon père dire cela à mon oncle un jour, d'une voix pas tout à fait assez basse. Certaines personnes aiment attirer l'attention. J'étais assise dans la pièce d'à côté, et j'ai écouté mon propre père transformer ma colonne vertébrale en un déguisement. Je n'ai rien dit. J'étais déjà en train d'apprendre, que la chose la plus bruyante que je possédais, c'était le papier. Mon père incarnait Merrill Olling. Et Merrill Olling, c'était mon père. Il avait bâti l'entreprise avec un seul camion et une deuxième hypothèque, quand j'étais bébé. À mon âge adulte, cela représentait 11 poids lourds, un dépôt près de l'autoroute, et ce qui se rapprochait le plus d'une âme pour mon père.
Il avait l'habitude de dire que l'entreprise était la vraie famille, et que nous autres n'étions que des actionnaires. Nolan était l'héritier. Cela était acté, de la même manière que la météo s'impose, sans le moindre vote. Mon frère avait passé ces dernières années à régler ses permis de conduire commerciaux. Pour pouvoir d'abord effectuer lui-même les longs trajets, avant de passer à la gestion des expéditions, pour un jour, diriger l'ensemble des opérations. Et juste à l'époque de mon accident, l'entreprise était en lice pour le plus gros contrat de son histoire. Un accord de distribution régionale, qui aurait doublé la taille de la flotte. Mon père désirait ce contrat, de la même manière que d'autres hommes veulent qu'on se souvienne d'eux. Tout ce qui menaçait l'entreprise, menaçait le seul héritage auquel il croyait. Alors, quand sa fille continuait à parler d'un camion qui n'existait soi-disant pas, il n'entendait pas une blessure. Il entendait une menace juridique. Il me regardait de l'autre côté de la table de la salle à manger, et sa mâchoire se crispait. Je savais alors qu'il calculait les coûts sur mon dos, de la même façon qu'il faisait les comptes pour une cargaison mal équilibrée. Dans ma famille, l'entreprise avait toujours le premier vote. Et l'entreprise avait décidé que ce qui m'était arrivé sur la départementale 12 était un dossier clos. J'étais la seule ligne du bilan qui refusait de s'équilibrer. Pendant 2 ans, je les ai laissés penser que j'avais abandonné la bataille. C'est incroyable ce que les gens vous disent, quand ils sont certains que vous avez cessé d'écouter. Les fiançailles ont eu lieu au printemps. Nolan a fait sa demande à Brie Callaway, une institutrice gentille et légèrement anxieuse, qui regardait mon frère comme on regarde un homme, en qui on a décidé d'avoir une confiance aveugle. Toute la famille s'est illuminée. Soudain, il y avait des menus, des plans de table, et un pavillon loué au bord du lac Carlton. Et ma mère avait un projet, qui ne consistait pas à faire semblant que j'allais bien. J'ai regardé cela se produire depuis la périphérie. Comme j'observais la plupart des événements familiaux désormais, garés au bout de la table, pendant que les préparatifs tourbillonnaient autour de moi. Personne ne m'a demandé ce que je pensais du lieu. Personne ne m'a demandé si le pavillon avait une rampe d'accès, ce qui était d'ailleurs à peine le cas. Quand j'ai soulevé le problème, ma mère a fait un geste de la main. On trouvera bien une solution, chérie. Ne rends pas les choses compliquées. Je suis resté assise là, les paumes sur l'aluminium froid de mes accoudoirs. J'ai gardé un visage impassible. Car j'avais appris que mon calme les déstabilisait bien plus, que ma colère ne le pourrait jamais. C'est alors que ma mère a dit cette chose, qu'elle retenait depuis 2 ans. Elle pliait des serviettes, sans même me regarder. Nous voulons juste un événement heureux, a-t-elle lâché. Après tout ce que tu as fait subir à cette famille. Après tout ce que je leur avais fait subir. J'étais passé à travers un pare-brise, et d'une manière ou d'une autre, j'étais celle qui leur avait fait subir quelque chose. Je n'ai pas protesté. La dispute était une porte, que j'avais cessé de franchir. À la place, je suis rentré chez moi ce soir-là. Je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai ouvert une lettre, arrivée cette semaine-là de ma compagnie d'assurance. C'était un refus de prise en charge. Et, enfoui dans ce refus, se trouvait la première lueur d'espoir que je voyais depuis 2 ans. L'assurance avait refusé de couvrir un équipement dont j'avais besoin, un fauteuil de meilleure qualité. Mais la lettre de refus précisait que je pouvais faire appel. Pour faire appel, expliquait la missive, j'avais le droit de demander mon dossier complet. Dans son intégralité. Les dossiers médicaux, la facturation, et toute documentation d'incidents liés à la réclamation. J'ai relu ce paragraphe 4 fois. Pendant 2 ans, on m'avait dit que le passé était clos, interdit, que cela ne me regardait pas. Et voilà qu'une lettre type, envoyée par un assureur sans visage, me rappelait que les archives de mon propre corps m'appartenaient. En tant qu'assistante juridique, je savais exactement comment formuler la demande, et exactement qui devait y répondre. Dès le lendemain matin, j'ai commencé à envoyer mes requêtes. J'ai demandé les dossiers de l'hôpital. J'ai demandé le détail de la facturation. Et puis, parce que quelque chose en moi n'avait jamais cessé de voir ses phares, j'ai demandé le dossier d'intervention complet, de l'agence qui avait répondu à l'appel. Pas le résumé d'une page, que l'ami de mon père avait fait circuler. Mais tout, avec chaque pièce jointe. Je l'ai rédigé comme je l'aurais fait pour un client. De manière calme, précise, et impossible à balayer d'un revers de main. Je n'en ai rien dit à ma famille. Il n'y avait aucune raison de le faire. Pour autant qu'ils le sachent, j'étais un problème qu'ils avaient classé avec succès.
Un refus d'assurance venait de me donner la seule chose, qu'il ne s'attendait jamais à ce que je demande. Du papier. Du vrai papier, avec des en-têtes, des signatures, et des dates. Le genre de choses qui ne changent pas sa version des faits, juste parce qu'un homme qui joue aux cartes le jeudi lui demande de le faire. J'ai déposé les demandes à la poste. Et pour la première fois en 2 ans, j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine qui n'était pas du chagrin. C'était de la patience, orientée vers un but précis. Il a fallu environ 3 semaines pour que mon père l'apprenne. Car les petites villes ont toujours des fuites. Quelqu'un au bureau du comté a glissé à quelqu'un à l'église, que la fille Meryl réclamait son dossier d'accident. Au dîner de ce dimanche-là, mon père était au courant. Il n'a pas crié. Mon père ne crie presque jamais. Les cris sont réservés aux hommes qui ont perdu le contrôle de la situation. Il a simplement posé sa fourchette, m'a regardé, et m'a demandé ce que je croyais être en train de faire. Je conteste un refus d'assurance, ai-je répondu. C'est tout. Ce n'est pas tout, a-t-il rétorqué. Tu fouilles. Je lui ai dit que j'avais droit à mes propres dossiers médicaux. Ma mère est intervenue, la voix montante. Pourquoi voudrais-tu revivre ça? Pourquoi t'infliger ça? Pourquoi nous infliger ça? Et puis, mon père a prononcé la phrase qui est devenue le rythme lancinant des 2 mois suivants. Celle que j'entendrais dans sa voix, dans celle de ma mère, et même dans ma propre tête quand je n'arrivais pas à dormir. Il s'est adossé, a croisé les mains, et l'a dit calmement, comme une parole de sagesse. Laisse tomber, pour le bien de la famille. Pour la famille. Comme si la famille était une chose délicate que je n'arrêtais pas de menacer. Et non un mur, qui pesait sur ma nuque depuis 2 ans. J'ai regardé les gens autour de cette table. Ces mêmes gens qui avaient signé des papiers concernant mon corps, alors que j'étais inconsciente. Et j'ai compris une chose, claire et glaciale. Ils ne me demandaient pas de guérir. Ils me demandaient de rester silencieuse. Ce ne sont pas du tout les mêmes requêtes. J'ai dit, d'accord. Je l'ai dit doucement, pour qu'ils me croient. Ensuite, j'ai conduit 25 minutes dans l'obscurité pour rentrer chez moi, et j'ai vérifié ma boîte aux lettres. La première enveloppe était arrivée. Je veux m'arrêter ici une seconde. Car je sais que si certains d'entre vous regardent ceci, c'est pour une raison. Quelqu'un dans votre vie vous a dit, d'arrêter de vous souvenir d'une chose, dont vous savez pertinemment qu'elle vous est arrivée. Si c'est votre cas, écoutez-moi bien. Écrivez-le. Gardez les papiers. Ne vous disputez pas avec des gens qui ont besoin que vous ayez tort, car vous ne gagnerez jamais ce débat. Et vous n'avez pas à le faire. Commentez le mot au souvenir, pour que je sache que vous êtes là. Maintenant, revenons à cette première enveloppe. C'était le rapport d'accident, la version complète. Et je l'ai lu comme je lis tout, lentement, avec un stylo à la main. Et plus je lisais, plus je sentais ce froid familier remonter le long de mes bras. Non pas à cause de ce qui y était écrit, mais à cause de ce qui n'y figurait pas. Il n'y avait aucune section excluant la présence d'un deuxième véhicule. Aucune. Dans un accident avec des blessures aussi graves, on s'attend à ce que l'officier enquêteur aborde la question. Qu'il note les traces de dérapage, les débris, le point d'impact. Et qu'il écrive formellement les mots, aucune preuve de l'implication d'un second véhicule. Si c'est ce qu'il croyait, ce rapport avait tout simplement fait l'impasse dessus. Et il manquait encore autre chose. Le rapport d'intervention des urgences. Le document que l'équipe d'ambulanciers remplit sur place. Celui qui consigne exactement ce qu'ils ont vu, avant que quiconque ne vienne lisser l'histoire. Il n'était pas joint au dossier. Un rapport de police et un rapport d'intervention médicale sont 2 documents distincts, rédigés par 2 personnes différentes. L'ami du jeudi soir de mon père avait écrit l'un d'eux. Les secouristes avaient écrit l'autre. Je suis resté assise à la table de ma cuisine, à minuit. Regardant le vide, là où un second véhicule aurait dû être inclus ou exclu. Et j'ai pris mon stylo, pour rédiger une nouvelle demande. Cette fois, pour obtenir les propres mots de l'équipe ambulancière. Obtenir un rapport d'intervention des urgences, ce n'est pas comme commander une pizza. Il y a des règles de confidentialité, des gardiens de dossier, des formulaires de demande qui doivent aller exactement au bon bureau. Sinon, il reste dormir dans une corbeille pendant 1 mois. Je savais tout cela. Et c'est là que la piètre opinion de ma famille à mon égard, se retournait contre eux. Ils pensaient que mon travail me rendait insignifiante et ennuyeuse.
Mais mon travail m'avait rendu patiente et précise. Et patiente et précise, c'est exactement ce qu'il faut être, pour tirer un fil hors d'une bureaucratie. J'ai donc déposé le dossier correctement. J'ai fait des relances hebdomadaires, et j'ai attendu. Pendant mon attente, j'ai commencé à poser des questions autour de moi, avec précaution. La manière dont on demande, quand on ne veut pas que toute la ville commence à jaser. C'est ainsi que j'ai trouvé Marian Voss. Marian avait été secouriste pendant 19 ans, avant de prendre sa retraite. Et elle travaillait de nuit, ce fameux mois d'octobre où j'ai fait ma sortie de route. Je l'ai invitée à prendre un café. Je ne l'ai pas influencée. Je lui ai juste demandé ce dont elle se souvenait, à propos d'un tonneau sur la départementale 12, 2 automnes plus tôt. Elle a remué son café pendant un long moment. Je m'en souviens, a-t-elle fini par dire. Je me souviens avoir pensé que les dégâts ne collaient pas, pour une voiture qui a juste dévié toute seule. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle a secoué lentement la tête. Ça fait un bail. Mais il y avait quelque chose avec le côté conducteur. Je l'ai consigné par écrit. Ça devrait être dans le rapport d'intervention. Il était encore là, ce rapport. Le document que personne n'avait joint à mon dossier. J'ai remercié Marian, je suis rentré chez moi. Et cette nuit-là, je n'ai pas pressé mes paumes sur mes accoudoirs pour examiner un souvenir. Je les ai pressés, car pour la première fois, c'était le souvenir qui m'examinait. Marian m'avait donné un dernier nom, avant que nous finissions notre café. Il y a un vieux monsieur qui s'est arrêté cette nuit-là, avait-elle dit. Il est resté près du fossé tout le temps. Il n'arrêtait pas de dire aux policiers qu'il avait vu un camion. Il s'appelait Walt Whitfield. Il avait 81 ans maintenant, un esprit vif comme l'éclair, et une solitude qui le rendait heureux que je l'ai appelé. Je suis allé le voir un mardi. Il m'a préparé un café léger, et m'a raconté toute l'histoire, sans que j'aie à le lui demander 2 fois. Il rentrait de chez sa sœur, quand il a franchi la crête sur la départementale 12. Il a vu un pick-up arrêté à moitié sur le bas-côté, tout se faisait un. Et ma voiture à l'envers dans le fossé, un peu plus loin. Le temps qu'il se gare, le pick-up redémarrait. Un camion sombre, a-t-il précisé. J'ai noté presque toute la plaque. Je l'ai donné au jeune agent, directement sur place. Il n'en avait plus jamais entendu parler. Personne n'avait fait de suivi. Personne n'avait appelé. Il avait supposé, comme le font les gens honnêtes, que la police s'en était chargée. Assise dans la cuisine de Walt Whitfield, j'ai senti 2 années où l'on m'avait traité de folle, glisser de mes épaules, comme l'eau sur un toit. Un homme que je n'avais jamais rencontré, s'était tenu dans un fossé, et avait vu exactement la même chose que moi. Un camion. Un vrai camion, avec une vraie plaque que quelqu'un avait notée, et que quelqu'un d'autre avait fait disparaître. J'ai demandé à Walt s'il serait prêt à répéter tout cela officiellement, à la bonne personne. Il a posé sa tasse. Jeune fille, a-t-il répondu, ça fait 2 ans que j'attends que quelqu'un me le demande. Mon père a débarqué à mon appartement une semaine plus tard. Il ne venait jamais chez moi. L'absence d'escalier semblait le froisser. Mais il était là, à ma porte, et il ne s'est pas assis. Tu es allé voir Walt Whitfield, a-t-il lancé. La ville avait encore eu des fuites. Je n'ai pas nié. Je lui ai demandé pourquoi cela le dérangeait tant, s'il n'y avait rien à trouver. C'est à ce moment-là, que la vraie raison a enfin éclaté. Celle qui se cachait sous tous ces beaux discours, sur la guérison et la famille. As-tu la moindre idée de ce qu'une chose pareille ferait à l'entreprise? Sa voix était basse, et rapide maintenant. Nous sommes à ça du contrat de distribution. À ça. Tu commences à ramener la police sur un accident vieux de 2 ans. Tu jettes une ombre sur le nom de la famille, et ce contrat nous passe sous le nez. 11 chauffeurs, Heather. Le boulot de ton cousin pète. Tout le dépôt. Alors c'était ça. C'était ça, le mur que je sentais peser sur ma nuque depuis 2 ans. Pas le chagrin. Pas même la honte. Un contrat. Mon père m'a regardé comme si j'étais une cargaison qui refusait de s'équilibrer. Et il a répété, une fois de plus, le refrain familial. Sauf que maintenant, je pouvais entendre ce qu'il signifiait vraiment. Laisse tomber, pour la famille. Il voulait dire pour l'entreprise. Il venait de me l'avouer lui-même. J'ai regardé mon père, un homme que j'avais aimé toute ma vie.
Et j'ai senti la dernière part de douceur en moi s'éteindre, pour devenir froide et pragmatique. Il n'était pas venu me protéger. Il était venu protéger un contrat. Un contrat qui valait plus à ses yeux, que la vérité sur la colonne vertébrale de sa propre fille. D'accord, papa, ai-je répondu. Puis, j'ai fermé la porte. Et j'ai appelé l'avocat. Ma mère est venue seule, 2 jours après mon père. Et elle était différente. Elle n'a pas commencé en parlant de l'entreprise. Elle n'a d'ailleurs rien amorcé du tout. Elle s'est assise sur mon canapé, son sac à main sur les genoux, comme une femme dans une salle d'attente. Et pendant un long moment, elle s'est contentée de regarder ses mains. Certaines nuits, a-t-elle commencé, avant de s'arrêter. Elle a réessayé. Certaines nuits, je reste éveillé et je. Mais elle n'a pas pu terminer sa phrase. J'ai regardé ma mère se tenir au bord de la vérité. Se pencher vers elle, puis reculer. J'aurais pu insister. Une femme plus dure l'aurait fait. Mais j'ai appris qu'on peut voir clair dans le jeu d'une personne, et lui laisser quand même son dernier lambeau de couverture. Pas pour son bien à elle. Pour le vôtre. Maman, ai-je dit, s'il y a quelque chose que tu sais, tu peux me le dire maintenant, plus tard, ou jamais. Mais je vais le découvrir, d'une manière ou d'une autre. Ses yeux se sont levés, humides et effrayés. Et l'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait l'avouer. Puis, elle a pincé les lèvres, et s'est raccrochée à son vieux scénario. Ton père sait mieux que quiconque comment nous protéger, a-t-elle murmuré. Il l'a toujours su. Elle s'est levée, a lissé sa jupe, et s'est dirigée vers la sortie. Je ne la détestais pas. C'est la partie à laquelle les gens ne s'attendent pas. J'ai regardé ma mère choisir la peur, plutôt que sa propre fille, et ce que j'ai ressenti n'était pas de la haine. C'était une forme de chagrin. Le deuil d'une femme qui avait décidé, il y a bien longtemps, que survivre à mon père impliquait de ne jamais en voir trop. Elle savait quelque chose. J'en étais certaine maintenant. Et le fait qu'elle soit incapable de le dire à voix haute, me prouvait que c'était assez énorme pour valoir la peine d'être dit. Il s'appelait Daniel Coleman. Il traitait des affaires de dommages corporels et d'accidents depuis 30 ans, depuis un modeste bureau situé au-dessus d'une quincaillerie. Je l'avais choisi parce qu'il n'était pas tape à accent grave-l'œil. Et parce qu'il avait écouté toute l'histoire, sans me regarder une seule fois de la manière dont ma famille le faisait. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un instant. Vous avez déjà fait la moitié de mon travail, a-t-il déclaré. La plupart des clients m'apportent une intuition. Vous m'avez apporté un témoin, et un document manquant. Coleman a expliqué la suite des événements, en termes simples. Il enverrait des courriers officiels aux parties concernées, leur ordonnant de conserver tous les dossiers liés à l'accident. Pour que rien ne puisse discrètement disparaître, maintenant que des questions étaient posées. Il m'aiderait à faire accélérer la demande pour le rapport d'intervention. Et, selon ce qu'il révélerait, nous discuterions de la possibilité de demander au comté de rouvrir l'enquête. Il pesait ses mots. Il ne faisait aucune promesse. Il disait le selon. Il répétait, nous verrons ce que disent les papiers. Je lui en faisais d'autant plus confiance. En sortant de son bureau, je me suis trompé de direction dans la zone industrielle du sud de la ville. Je suis passé devant un bâtiment bas, en parpaing, avec 2 portes de garage grandes ouvertes. L'odeur m'a frappé avant même que je ne voie l'enseigne. Une odeur de peinture automobile fraîche, d'apprêt et d'huile de moteur. Piquante et chimique, elle s'échappait des portes ouvertes. Carrosserie Ostrandé. Dal Ostrandé était l'ami de mon père depuis 40 ans. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça ce jour-là. J'ai juste remarqué l'odeur. Comme on remarque un nom, dont on aura besoin plus tard. J'ai fait le reste du trajet jusqu'à chez moi, les fenêtres baissées. J'avais cessé de demander à ma famille de me croire. J'étais en train de bâtir quelque chose, qui n'aurait plus besoin de leur approbation. Le rapport d'intervention des urgences est arrivé un jeudi. Dans une fine enveloppe qui ne pesait presque rien, mais qui allait tout changer. Une copie certifiée conforme, tamponnée et signée. Je me suis préparé une tasse de café avant de l'ouvrir. Car je savais qu'une fois lu, je ne pourrais plus l'effacer de ma mémoire, et je voulais profiter d'une dernière minute de normalité. Ensuite, je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai glissé les pages hors de l'enveloppe. Et j'ai lu les propres mots du secouriste, écrits la nuit où j'étais censé avoir perdu le contrôle, toute seule. C'était clinique, concis,
et dévastateur. Dans la description de la scène, l'équipe avait noté ce qu'elle avait observé, avant que quiconque ne vienne nettoyer l'histoire. Transfert de peinture le long de la porte côté conducteur et de l'aile. Une couleur différente de celle du véhicule, incompatible avec un tonneau impliquant un seul véhicule. Et juste en dessous, une note concernant la zone de débris et l'angle d'intrusion. L'écrasement de la tôle, repoussé vers l'intérieur depuis le côté. La façon dont le métal se plie quand quelque chose vous percute. Pas quand vous déviez seul de la route. L'ambulancier l'avait même souligné, recommande une enquête sur l'implication possible d'un second véhicule. C'était là. Écrit à la main. Certifié vieux de 2 ans. Un second véhicule. De la peinture qui n'était pas la mienne. Incrustée dans la portière, juste à côté de l'endroit où se trouvait mon corps. Je l'ai lu une fois. Je l'ai relu. Je l'ai lu une 3e fois. Plus lentement. Comme on appuie sur un bleu, pour s'assurer qu'il est bien réel. Ma famille avait passé 2 ans à me dire que j'étais confuse. Qu'il n'y avait pas de camion. Que je jouais la comédie de ma propre blessure, pour attirer l'attention. Et les secouristes qui m'avaient sorti de ce fossé, avaient écrit le soir même du drame, que quelqu'un m'avait percuté avant de prendre la fuite. Je ne me suis pas jeté sur le téléphone, et je ne me suis pas effondré. Je suis resté très immobile, les paumes à plat sur la table. Et je l'ai dit à voix haute, une seule fois, dans la cuisine vide. Presque dans un murmure. Je ne simule pas. Il y avait bien un camion. Ensuite, j'en ai fait une copie. J'ai enfermé l'original dans mes dossiers. Et j'ai commencé à chercher, à qui appartenait cette peinture. Coleman a agi vite, une fois qu'il a vu le rapport d'intervention. Juridiquement, un second véhicule change la donne du tout au tout. Cela transformait mon triste accident en solitaire, en un délit de fuite laissant une victime en fauteuil roulant. Et c'est un dossier très différent. La question était simple, et terrible. Le camion de qui? J'ai repensé au pick-up sombre de Walt Whitfield, et à sa plaque d'immatriculation partielle. J'ai repensé à mon père, venant frapper à ma porte avec précipitation, me parlant à voix basse de contrat. Et j'ai repensé à ce bâtiment en parpaing, au sud de la ville, qui empestait la peinture fraîche. Coleman savait comment poser les questions que je ne pouvais pas poser, sans éveiller les soupçons. Les carrosseries tiennent des registres. Elles y sont obligées, pour les pièces, les assurances, et les impôts. Et ces registres laissent une trace, à travers les fournisseurs et les assureurs, qu'un enquêteur patient peut remonter. Il a fallu 2 semaines de travail minutieux à son enquêteur. Mais il est revenu avec la copie d'une facture de la carrosserie Ostrandé. Elle était datée de 3 jours après mon accident. Elle concernait le panneau avant gauche, l'aile, et une peinture complète. Le véhicule était un pick-up sombre. Le propriétaire enregistré était mon frère, Nolan Merrill. Et les travaux avaient été payés en espèces, en totalité, le jour même. Par un homme dont le nom était inscrit dans le propre registre de Dal Ostrandé, Raymond Merrill. Mon père. Je me suis assise avec cette facture, posée à côté du rapport d'intervention. Et j'ai laissé ces 2 morceaux de papier, terminer la phrase que ma famille refusait de me laisser prononcer depuis 2 ans. Un camion m'a percuté. Mon frère le conduisait. Et 3 jours plus tard, mon père a payé en espèces, pour effacer la bosse que son fils avait laissée dans ma colonne vertébrale. L'odeur provenant de ces portes de garage grandes ouvertes, prenait tout son sens à présent. Il n'avait pas seulement réparé un camion. Il l'avait repeint. Mais il ne leur était jamais venu à l'idée de s'inquiéter de ma voiture. L'épave avait été déclarée perte totale, et remorquée dans une casse à la limite du comté. Et elle était restée là, intacte, pendant 2 ans. La peinture étrangère était toujours incrustée dans la portière du conducteur. Exactement là où les secouristes l'avaient consignée. Coleman m'a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Une affaire civile et une affaire pénale sont 2 voies distinctes. Et je pouvais emprunter les 2. La voie civile m'appartenait. Je pouvais intenter un procès. La voie pénale, elle, appartenait au comté. Et pour cela, j'avais besoin que quelqu'un portant un insigne s'y intéresse. Il a passé un coup de fil. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé assise face au bureau de l'inspectrice Prewitt. Une femme fatiguée et méthodique, qui avait vu suffisamment de dissimulation de petite ville, pour être difficile à surprendre, mais qui était toujours prête à creuser. Je lui ai tout étalé dans l'ordre.
Le rapport d'intervention, le transfert de peinture, le témoin avec la plaque partielle. La facture de carrosserie pour le camion de mon frère, payée en espèces par mon père 3 jours plus tard. Prewitt a tout lu 2 fois, sans rien dire. Puis, elle s'est adossée à son siège. Je vais être franche avec vous, a-t-elle commencé. Un délit de fuite avec blessure grave, ce n'est pas une simple infraction. Le délai de prescription, pour ce genre de choses, court bien plus longtemps que les gens ne le pensent. Et quand une affaire a été classée, de nouvelles preuves peuvent suffire à rouvrir le dossier. Elle a tapoté le rapport des ambulanciers. Ceci est une nouvelle preuve. Cela n'aurait jamais dû être omis du dossier. Elle ne m'a pas promis d'arrestation. Elle ne m'a rien promis du tout. Elle a dit qu'elle allait ressortir le dossier original. Voir qui avait travaillé dessus. Et découvrir comment un rapport, recommandant d'enquêter sur un second véhicule, avait pu disparaître d'un accident aux blessures si graves. Mais elle a ajouté une dernière chose au moment où je partais, presque pour elle-même. Quelqu'un a délibérément choisi d'enterrer ça. J'ai conduit pour rentrer chez moi, les mains fermes sur les commandes. Pendant 2 ans, ma famille m'avait certifié qu'il n'y avait rien à trouver. Je venais de donner à une inspectrice, assez d'éléments pour la pousser à chercher. La phase de silence était presque terminée. Nolan est venu me voir seul, ce qu'il ne faisait jamais. Et c'est comme ça que j'ai su, que la famille avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Il n'avait pas pris sa voix chaleureuse cette fois-ci. Il s'est assis en face de moi, à ma propre table de cuisine. La même table où le rapport d'intervention avait été posé. Et il m'a regardé avec une expression, que je n'avais jamais vue sur le visage de mon frère auparavant. De la peur. Portant le masque de la colère. Je sais que tu parles à des gens, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'ai découvert que le silence faisait la majeure partie de mon argumentation, à ma place, désormais. C'était un accident, a-t-il lancé. Et sa voix s'est brisée sur ce mot. Tu crois que j'ai fait exprès? Tu crois que j'avais envie que ma propre sœur finisse dans un fauteuil? Et puis, il a prononcé cette chose que je porterai pour le restant de mes jours. Cette chose, qui m'a enfin fait comprendre, exactement comment une personne se justifie d'avoir laissé sa sœur dans un fossé. Il s'est penché en avant, et a déclaré calmement, comme s'il était la voix de la raison, tu allais forcément finir dans ce fauteuil un jour ou l'autre, vu comment tu conduisais. Ne ruine pas ma vie entière, pour quelques centimètres de colonne vertébrale. Quelques centimètres de colonne vertébrale. C'était donc ça, mon corps à ses yeux. Une simple erreur d'arrondi, dans l'histoire de son avenir, de son permis, de sa place dans l'entreprise. Il s'était convaincu que le calcul était bon. Que mes jambes représentaient une perte moins importante que sa carrière. Et il vivait confortablement avec cette équation, depuis 2 ans. Pour la première fois, mon frère ne faisait plus semblant que le camion n'existait pas. Il en négociait le prix. Je lui ai dit que je pensais qu'il devrait partir. Il s'est levé, et près de la porte, il s'est retourné. Ne gâche pas la fête, a-t-il menacé. Tu le regretteras. Il s'est avéré que ce n'est pas moi qui allais le regretter. Mais lui. Un petit mot rapide. Car certains d'entre vous sont déjà allés là où je m'apprêtais à me rendre. Si quelqu'un vous a déjà dit de vous taire, pour protéger les personnes même qui vous ont fait du mal. Alors vous savez déjà, à quel point des documents peuvent peser lourd sur vos genoux. Reniflement, j'arrive presque à la partie, où je n'ai plus eu à porter cela toute seule. Abonnez-vous, pour que la prochaine personne qui a besoin de l'entendre puisse trouver cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, seriez-vous allé à cette fête? Restez avec moi. Parce que moi, j'y suis allé. L'inspectrice Prewitt m'a appelé 11 jours plus tard. Elle avait examiné le dossier original, et avait découvert que l'absence du rapport d'intervention n'était pas fortuite. Le compte-rendu qui avait circulé n'était qu'une version abrégée. Et l'officier intervenu sur place, qui avait géré la scène, était, et oui, le partenaire de poker du jeudi de mon père. Désormais à la retraite. Elle rouvrait l'enquête discrètement. Elle m'a demandé de faire la chose la plus difficile que j'avais eu à faire jusqu'ici, ne rien faire. Ne rien dire. Ne rien changer. Ne pas alerter Nolan. Ne pas confronter mon père. Ne pas laisser la famille savoir que le sol s'était ouvert sous eux. Parce qu'à la seconde où ils le sauraient, l'argent et les amitiés commenceraient à colmater les brèches à nouveau. Alors, je suis devenue silencieuse, à dessein.
J'ai souri lors des dîners du dimanche. J'ai laissé mon père croire que son martèlement avait fini par payer. Que j'avais laissé tomber, pour la famille. Mais en coulisses, Coleman préparait une plainte au civil. Prewitt vérifiait une plaque, et assignait les registres originaux d'Ostrander, dans le cadre de la réouverture de l'enquête. Un expert du comté prélevait la peinture étrangère sur ma vieille voiture à la casse, et comparait son code couleur ainsi que ses couches d'après, à la finition d'usine du modèle de Nolan. Et Walt Whitfield faisait une déposition officielle, dans une petite pièce grise. Mon silence n'était pas une capitulation. Mon silence était une mèche allumée. On avait passé 2 ans à me dire de me taire. Et maintenant, enfin, mon silence travaillait pour moi, et non plus contre moi. Il fallait juste que je tienne encore un peu. L'invitation à la fête de fiançailles est arrivée sur un épais papier crème. Elle était adressée de la main soignée de ma mère. Pendant un instant, ça a presque fonctionné sur moi. Cette petite part de la jeune fille en moi, qui voulait encore être aimée par ces gens. Puis, j'ai compris ce qu'était réellement cette invitation. Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était une scène de théâtre. Ma famille voulait que je sois là, au pavillon, devant 60 invités. Souriante, intégrée, visiblement en pleine forme. Pour que toute la ville puisse voir que les Merrill étaient unis, heureux, et n'avaient rien à cacher. On m'invitait à jouer le rôle de la fille avec laquelle ils s'étaient réconciliés, pour faire front commun. J'ai failli dire non. Ensuite, j'ai réfléchi au calendrier. Coleman m'avait dit que la plainte civile serait prête à être déposée dans la semaine. Prewitt m'avait dit que son enquête approchait d'un point de non-retour. Tout ce que j'avais bâti sur 2 ans, allait arriver à échéance presque au même moment. Que je sois à une fête, ou assise seul dans ma cuisine. Et il y avait autre chose. Quelque chose dont je ne suis pas fier, et je ne ferai pas semblant de ne pas l'avoir ressenti. Après avoir passé 2 ans à être rendu invisible, relégué au bout de la table. Je voulais être dans la pièce, quand la vérité ferait son entrée. Non pas pour la lancer à la figure de qui que ce soit. Je n'avais rien à jeter. Je voulais juste être présente, au moment où elle s'abattrait. Alors, j'ai répondu oui, de ma propre écriture soignée. J'ai acheté une robe bleu marine. J'ai fait nettoyer mon fauteuil, et je me suis fait coiffer. Et j'ai conduit jusqu'au lac Carlton par un chaud samedi soir. 25 minutes baignées d'une lumière dorée. Parfaitement calme, ne portant rien dans mes mains, et ayant tout laissé dans le bureau d'un avocat, à l'autre bout de la ville. Mon père m'a intercepté sur le parking en gravier, avant même que je n'atteigne la rampe du pavillon. Il s'est accroupi près de mon fauteuil. Ainsi, nous étions les yeux dans les yeux. Ce qui, venant de sa part, tenait moins de la tendresse que de la stratégie. Ce soir est important, m'a-t-il dit. Pour ton frère, pour l'entreprise. J'ai besoin que tu le comprennes. Je lui ai assuré que je le comprenais parfaitement. Ne fais pas de scandale, a-t-il ajouté. Quoi que tu aies en tête, ce n'est pas le bonsoir. Et ma mère est apparue par-dessus son épaule, triturant ses bagues, les yeux déjà suppliants. S'il te plaît, Heather, a-t-elle murmuré. Juste une soirée. Pour la famille. C'était ça. Le vieux refrain, une dernière fois. Au milieu des graviers, sous les guirlandes lumineuses. Laisse tomber, pour la famille. Je les ai regardés tous les deux. Mon père en pleine élaboration de sa stratégie. Ma mère, en train de supplier. Et j'ai ressenti quelque chose, qui m'a surprise par sa douceur. Je n'étais plus en colère. On ne peut pas être en colère contre un mur, une fois qu'on a décidé de le contourner. Je ne suis pas là pour faire un scandale, papa, ai-je répondu. Et je pensais chaque mot. Je n'ai pas besoin d'en faire. Vraiment pas. Il a pris cela pour une capitulation. De la même manière qu'il prenait tout pour une capitulation. Il s'est relevé, l'air satisfait, et est parti accueillir ses invités. Ma mère a soutenu mon regard une seconde de plus. J'ai vu la peur traverser son visage. Parce qu'elle, parmi eux tous, comprenait à demi-mot que mon calme ne valait pas mon consentement. Puis, elle s'est détournée et l'a suivi. Je suis resté assise dans la tiédeur de la soirée pendant un moment, seul sur les graviers. Et j'ai laissé mes paumes reposer sur l'aluminium froid de mes accoudoirs une fois de plus. Le réconfort le plus ancien que je possédais. Ensuite, j'ai remonté la rampe, et je suis entré dans la salle où tout allait se passer.
Le pavillon était magnifique. Je dois le concéder à ma mère. Le lac Carlton s'étendait, noir et argenté, à travers les hautes fenêtres. Quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses aux poutres. Et un duo de musiciens jouait des standards tranquilles, dans un coin de la salle. Une soixantaine d'invités se tenaient en petits groupes, des coupes de champagne à la main. Les femmes dans leurs belles robes. Les hommes portant leurs seules belles vestes. Des serveurs circulaient avec des plateaux. Et partout, résonnait ce son cristallin des verres qui s'entrechoquent. Un tintement clair et aigu, qui portait par-dessus la musique. J'ai trouvé une place près des fenêtres, d'où je pouvais voir toute la pièce, sans bloquer le passage. Comme on apprend vite à le faire. J'ai accepté un verre d'eau pétillante, et j'ai regardé ma famille jouer la comédie du bonheur. Ils y excellaient. Nolan passait de groupe en groupe comme un homme en pleine campagne électorale. Le bras autour de Brie, serrant des mains, riant beaucoup trop fort. Mon père tenait court près du bar. Ma mère flottait entre les tables, rajustant des fleurs qui n'en avaient pas besoin. Pendant un petit moment, je n'ai été à nouveau qu'un meuble. La fille dans son fauteuil, près de la fenêtre. Et personne ne m'a importuné. Et je les ai laissés faire, car je savais que la soirée ne faisait que commencer. Puis, est venu le temps des discours. Nolan a tapoté une fourchette contre son verre. Ce tintement clair, à nouveau. La pièce s'est tue, et tous les regards se sont tournés vers lui. Il a remercié tout le monde d'être venu. Il a couvert Brie d'éloges, jusqu'à ce qu'elle rougisse. Et puis, parce qu'il ne pouvait jamais vraiment s'en empêcher. Parce qu'une part de lui avait besoin de me gérer, même dans son propre moment de bonheur. Il a levé son verre dans ma direction, et a dit, avec une petite tendresse feinte, et à ma sœur Heather, qui a eu la vie plus dure qu'elle ne le laisse paraître. L'assemblée s'est tournée pour me regarder. J'ai souri, et j'ai attendu. Ça aurait pu s'arrêter là. Un toast hypocrite, et quelques murmures compatissants. Si une femme bienveillante près de moi, n'avait pas décidé de se montrer gentille. C'était l'une des tantes de Brie. Douce, et pleine de bonnes intentions. Elle s'est penchée vers moi, à la fin des discours, et m'a demandé gentiment, « Ma chérie, puis-je te demander ce qui t'est arrivé? Es-tu née ainsi, ou est-ce l'accident dont j'ai entendu parler ?» Il n'y avait aucune cruauté dans sa question. Je lui ai répondu simplement. De la manière dont j'avais décidé, depuis longtemps, de répondre à cette question à chaque fois qu'elle se présenterait, avec la vérité, et sans drame. C'était un accident de voiture, il y a 2 ans, ai-je répondu. Quelqu'un m'a percuté, et a pris la fuite. C'était tout. Une phrase simple. Factuellement vraie. Mais Nolan était assez près pour l'entendre. Et Nolan buvait depuis bien avant l'arrivée des invités. Le mot percuté est tombé sur lui comme une allumette sur de l'herbe sèche. Il s'est mis à parler fort, le visage déjà rouge. Oh, et c'est reparti, s'est-il exclamé. Les groupes d'invités les plus proches se sont tus. Ne fais pas ça, Heather. Pas ce soir. Je ne lui avais rien dit, à lui. C'est ce que je lui ai fait remarquer. Et c'est là que mon frère, à sa propre fête de fiançailles, sous le regard de 60 personnes, a écarté les bras et l'a annoncé à toute la salle. La phrase que la famille murmurait depuis 2 ans, criée à présent au grand jour. Elle simule pour attirer la compassion. Elle l'a toujours fait. Elle s'est mise dans ce fauteuil toute seule, et elle blâme cette famille pour ça depuis. L'orchestre s'est arrêté. Quelque part, un verre a été reposé brutalement. 60 visages ont basculé de mon frère à moi. La gentille tante a porté la main à sa bouche. Et toute cette salle lumineuse, a vacillé au bord du précipice. Je n'ai pas bronché. J'avais attendu 2 ans, pour l'entendre le dire à un endroit où des témoins pourraient l'entendre aussi. Mon père a traversé la pièce à grands pas. Je le regardais calculer mentalement tout en marchant. Les invités. Les gens du fameux contrat debout près du bar. Le désastre de voir son fils hurler à la simulation devant la moitié du comté. Il devait y mettre un terme. Et la façon la plus rapide que connaissait mon père pour régler un problème, c'était d'écraser la partie la plus faible. Il n'a donc pas dit à Nolan d'arrêter. Il s'en est pris à moi. Il s'est dressé au-dessus de mon fauteuil, le dos tourné à la salle pour que personne ne puisse voir son visage. Et, d'une voix juste assez forte pour porter, il m'a lancé, « Assieds-toi là, et tais-toi. »
Tu as toujours été le plus grand échec de cette famille. Et tu ne vas pas gâcher la soirée de ton frère, pour te faire le centre de l'attention. Le plus grand échec de la famille. C'était fait. La troisième pierre venait d'être jetée, devant 60 personnes. J'ai levé les yeux vers mon père, et par-dessus son épaule, j'ai vu ma mère. Elle se tenait très immobile, près de la table du gâteau. Et elle avait tourné son visage vers les fenêtres sombres. Vers le lac. Vers n'importe quoi qui ne soit pas sa fille, terrassée par cet instant. Elle refusait de me regarder. Elle avait décidé, une fois de plus, que pour lui survivre, il fallait ne pas me voir. La salle était maintenant d'un silence de mort. Brie plaquait ses deux mains sur sa bouche. Les hommes du contrat étudiaient le bout de leurs chaussures. Et j'ai compris que ma famille venait de faire, en public, et devant tous les témoins qui comptaient, la chose exacte qu'il m'avait faite en privé pendant 2 ans. Il m'avait traité de menteuse, de fardeau, et avait mis la salle au défi d'être d'accord avec eux. La seule différence, c'était le public. Il m'avait offert 60 témoins. Il n'avait aucune idée du cadeau que c'était. J'aurais dû en rester là. La chose la plus intelligente, la plus sûre à faire, aurait été de garder le silence. Et de laisser leur cruauté flotter dans l'air, à la vue de tous. Mais je suis humaine. Et après 2 ans, je me suis autorisé une seule phrase. J'ai regardé mon frère, calme comme de l'eau qui dort, et je lui ai dit, il y avait une autre voiture, Nolan. Et je connais sa couleur de peinture. Son visage s'est métamorphosé. Pas de la colère. De la panique. Cette panique livide, si particulière à un homme, qui entend grincer une porte qu'il croyait verrouillée. Et la panique, chez un homme ivre qui a tout à perdre, est une chose dangereuse. Il a foncé sur moi. Avant que quiconque n'ait pu bouger. Avant même que mon père n'ait pu se retourner. Nolan a saisi les accoudoirs de mon fauteuil, et a tiré un coup sec, en le vrillant. Le fauteuil a basculé, et moi avec. J'ai percuté le parquet de la hanche et de l'épaule. Mes jambes se pliant comme elles le font maintenant, inutiles et lourdes. Et toute la salle a octé d'effroi, comme un seul homme. Du verre s'est brisé quelque part. Une femme a hurlé. Et, par-dessus tout ce chaos, j'ai entendu. Faible, et clair à la fois. La voix grave et urgente d'un homme, près de la porte. L'un des oncles de Brie. Un homme discret, à la retraite. Il parlait vite dans son téléphone, oui, au pavillon du lac Carlton. Un homme vient d'agresser une femme en fauteuil roulant. S'il vous plaît, faites vite. Le tintement joyeux des flûtes à champagne s'était évanoui. À la place, un silence terrifiant. Et, au cœur de ce silence, la voix assurée d'un étranger, donnant une adresse à un répartiteur des urgences. J'étais allongé sur le sol, à la fête de fiançailles de mon frère, avec ma famille dressée au-dessus de moi. Et j'ai fait la seule chose qu'il me restait. La chose qu'il n'avait jamais pu m'enlever. Je suis resté calme, et j'ai attendu. Voici ce à quoi il s'attendait. Il s'attendait à ce que je pleure. À ce que je crie. À ce que je devienne minuscule et brisé sur ce sol, pour que l'incident puisse être replié dans leur vieille histoire. Pauvre Heather, si instable. Regardez comment elle s'effondre. Regardez ce qu'elle fait subir à cette famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis resté étendu là un instant. Faisant l'inventaire de mes blessures. Comme on apprend à le faire, quand son corps ne peut pas toujours dire ce qu'il a subi. Rien n'était cassé. Puis, je me suis redressé sur un bras. Lentement, et avec assurance. J'ai remis mon propre fauteuil droit. Et un jeune serveur, qui ne faisait pas partie de ma famille, s'est accroupi. Il m'a aidé à m'y rasseoir, avec ce genre de décence simple, qu'aucun membre de mon propre sang ne m'avait témoigné en 2 ans. Merci, lui ai-je dit d'un ton neutre. Je m'en occupe à partir d'ici. Mon père sifflait maintenant des ordres à Nolan. Essayant de le faire sortir par une porte latérale, avant que quiconque d'officiel n'arrive. Ma mère s'était enfin retournée, les 2 mains pressées contre sa poitrine. Brie pleurait. La salle était une tempête de chuchotements. Et, au centre de tout cela, j'étais assise dans mon fauteuil redressé. Les mains sagement croisées sur mes genoux, parfaitement calmes. Et ce calme a produit un effet sur la pièce. Il a réécrit l'histoire, en temps réel. Ils avaient voulu d'une femme hystérique,
dont on pourrait balayer l'attitude d'un revers de main. Ce qu'ils avaient à la place, c'était une femme posée, assise droite dans les décombres de leur fête. Qui attendait quelque chose, qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Les invités l'ont senti. Un à un, ils ont commencé à me regarder. Non pas avec pitié, mais avec une question qui naissait peu à peu dans leur esprit, pourquoi n'a-t-elle pas peur? Mon père l'a capté, lui aussi. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase, et m'a regardé. Regardé pour de vrai. Et, pour la première fois en 2 ans, j'ai vu le doute traverser le visage de mon père. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il lâché. Ce n'était pas une question. C'était un homme qui sentait le sol bouger sous ses pieds. On peut se tenir au-dessus de quelqu'un toute sa vie, ai-je pensé, et être quand même celui qui s'apprête à tomber. Je ne l'ai pas dit à voix haute. J'ai juste soutenu son regard. Et dehors, d'abord faible puis grandissant, est arrivé le bruit de pneus sur les graviers. Ils ont franchi les doubles portes ensemble. Ils étaient 5. La lumière chaude de la fête a accroché leurs insignes et leurs radios, et la salle entière a reculé contre les murs. L'agent principal a balayé la scène du regard, comme on les forme à le faire, cherchant la menace. Une douzaine de mains ont pointé en même temps. Certaines vers Nolan. D'autres, de manière révélatrice, vers moi. Elle est tombée, s'est immédiatement interposé mon père, s'avançant la main tendue. Sa voix avait glissé vers cette autorité naturelle, qui dirigeait les assemblées de cette ville depuis 40 ans. C'est un malentendu familial, messieurs. Il n'y a pas lieu de. Quelqu'un a appelé pour signaler une agression, a coupé l'officier, sans méchanceté. Puis, ses yeux se sont posés sur moi. Madame, êtes-vous blessée? C'était là, le moment précis que j'avais bâti pendant 2 ans, sans en connaître la forme exacte. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas pointé mon frère du doigt. J'ai plongé la main dans le petit sac sur le côté de mon fauteuil, j'ai sorti une carte de visite, et je l'ai levée bien haut. Je m'appelle Heather Merrill, ai-je dit. Cet homme est mon frère, Nolan Merrill. Il vient de m'arracher à mon fauteuil, et il y a 60 témoins. Voici la carte de mon avocat, Daniel Coleman. L'agent l'a prise. Et j'ai prononcé le reste. Lentement, et assez distinctement, pour que toute la pièce silencieuse puisse l'entendre. Il y a 2 ans, mon frère a percuté ma voiture avec son camion, et a pris la fuite. Et ma famille a payé pour faire repeindre son véhicule. Il y a une enquête en cours. Inspectrice Prewitt, du comté. Le numéro de dossier est au dos de cette carte. L'espace d'un battement de cœur, personne n'a respiré. Puis, la pièce a explosé. Mais pas moi. Nolan s'est mis à hurler. Elle ment. Elle est folle. C'est ce qu'elle fait tout le temps. Et la voix de mon père s'est élevée par-dessus la sienne, tonitruante, le visage cramoisi. C'est une affaire privée, une histoire de famille. Vous n'avez pas le droit. 2 hommes adultes qui perdaient complètement les pédales en même temps. Bruyant, frénétique, et pitoyable. Et, au milieu de tout ce vacarme, je suis resté immobile, les mains sur les genoux. Et je n'ai rien ajouté. Car je n'en avais pas besoin. L'officier lisait déjà le dos de la carte. Pendant 2 ans, je leur avais dit que je ne simulais pas. Je n'avais simplement pas pu le prouver. À présent, la preuve était en train de lire ses droits à mon frère. L'agent principal s'est mis en retrait, et a parlé doucement dans sa radio. J'ai saisi le nom de Prewitt, et une série de chiffres. À son retour, son attitude entière avait changé. Car la centrale venait de confirmer qu'il y avait bien un dossier. Un vrai dossier, actif, dans lequel figurait déjà le nom de mon frère. Monsieur Merrill, a-t-il dit à Nolan. Je vais vous demander de m'accompagner dehors. C'est à ce moment-là, que la salle a fini de basculer. Près de la porte, un vieil homme s'est éclairci la gorge et s'est avancé. Un gilet gris, une voix posée. Et j'ai réalisé, avec un léger choc, que Walt Whitfield était là. Un invité de la famille de Brie. Car bien sûr, dans une ville de cette taille, tout le monde n'est séparé que par 3 poignées de main. Je le dirai à quiconque me le demandera, a annoncé Walt. Aux policiers, à la salle, à eux tous. Je me tenais dans ce fossé il y a 2 ans. Et j'ai vu un pick-up sombre s'éloigner de sa voiture. J'ai donné la plaque à un agent ce soir-là. Personne ne m'a jamais rappelé.
60 visages ont absorbé l'information. On pouvait voir l'histoire officielle mourir dans leurs yeux, en temps réel. Les voir recalculer 2 années de pitié, pour la pauvre fille Meryl un peu folle, et les transformer en quelque chose de plus froid, et de plus vrai. Mon père était devenu gris. Ma mère s'était laissée tomber lourdement sur une chaise pliante. Et Nolan, mon frère, me regardait à travers les décombres de sa fête, avec une expression que j'avais attendue 2 ans pour voir. Le regard d'un homme, qui comprend enfin que l'heure de payer la note a sonné. J'ai fait avancer mon fauteuil juste un peu. Juste assez pour être entendu. Et j'ai prononcé la seule chose, que je lui avais gardée en réserve. Ma voix était très calme. Vous n'avez pas arrêté de me dire de laisser tomber, pour la famille. J'ai laissé un blanc. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé tomber la famille. Personne ne m'a répondu. Il n'y avait rien à répondre. Brie avait retiré sa bague. Je l'ai regardé la poser sur la table du gâteau, sans un mot. Et la main de l'agent s'est refermée doucement, sur le bras de mon frère. La nuit qui devait célébrer son avenir, est devenue celle où il s'est achevé. Ils ne l'ont pas traîné dehors enchaîné. Ce n'était pas un film. Ils l'ont escorté jusqu'au parking, lui ont parlé près de la voiture. Et parce qu'il y avait 60 témoins d'un homme agressant une femme en fauteuil roulant, ils l'ont placé en détention ce soir-là pour agression. L'ancien accident. Le délit de fuite. Le camion repeint. Le rapport d'intervention enterré. Tout cela prendrait plus de temps, et je le savais. L'inspectrice Prewitt avait été claire avec moi dès le début. Une dissimulation vieille de 2 ans, ne se résout pas sur un parking. Elle se résout par des interrogatoires, devant des grands jurys. Et par le lent travail d'un procureur, qui décide des chefs d'inculpation que les preuves permettront de retenir. Ce qui s'était passé au pavillon n'était pas le verdict. C'était le moment où la vérité, avait cessé d'être quelque chose que moi seul pouvais voir. Un policier s'est accroupi près de mon fauteuil. Il a recueilli ma déposition avec douceur, tandis que mon père se tenait à quelques mètres de là. Il n'était plus l'homme qui dirigeait la pièce. Juste un vieillard, dont le fils était à l'arrière d'une voiture de patrouille. Et ma mère. Ma mère est venue vers moi tout à la fin. Quand la plupart des invités s'étaient enfuis, et que l'orchestre avait remballé ses affaires dans un silence horrifié. Elle s'est agenouillée près de mon fauteuil, comme elle aurait dû le faire 2 ans plus tôt. Et elle a enfin prononcé les mots, qu'elle avait ravalés dans mon appartement. Je savais, a-t-elle chuchoté. Que Dieu me pardonne, Heather. Je savais. Et j'ai laissé ton père. Elle a éclaté en sanglots. J'ai regardé ma mère, pleurant sur le sol du pavillon. Et j'ai senti le chagrin que je portais pour elle, se transformer enfin en quelque chose dont je pouvais me délester. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne suis pas sûr de le faire un jour. Mais j'ai tendu le bras, et j'ai touché son épaule une fois. Parce qu'elle était toujours ma mère. Et parce que même les fins d'histoire, méritent un peu de clémence. Ensuite, je suis parti. Je n'ai attendu personne pour m'aider, et je ne me suis pas retourné pour voir qui me regardait partir. J'ai roulé à travers les doubles portes. J'ai descendu la rampe que ma mère avait fait installer à contre-cœur. J'ai traversé le parking en gravier, sous les guirlandes lumineuses, jusqu'à ma propre voiture. Je me suis hissé à l'intérieur. J'ai démonté le fauteuil, comme je l'avais fait 1 millier de fois, et je l'ai rangé à côté de moi. Mes mains étaient fermes sur les commandes. Le lac n'était plus qu'un miroir noir dans mon rétroviseur. Et le pavillon derrière moi, était rempli de gens, qui raconteraient cette histoire pour le restant de leur jour. La nuit où la famille Meryl avait volé en éclats. La nuit où la fille silencieuse, dans son fauteuil, s'était avérée être la seule à détenir la vérité. Je suis arrivé sur ses roues, ai-je pensé. Et je repars sur ses roues. Et pour une fois, personne n'a essayé de me pousser. J'ai conduit les 25 minutes qui me séparaient de chez moi, à travers l'obscurité tiède, les fenêtres baissées. Et je n'ai ressenti aucune des choses auxquelles on pourrait s'attendre. Ni triomphe, ni jubilation. Rien de tout cela. Ce que j'ai ressenti, c'était de la légèreté. J'avais porté ce fardeau seul pendant 2 ans. Et je l'avais enfin posé, dans une pièce remplie de gens, qui ne pourraient plus jamais prétendre qu'il ne pesait rien. Je suis entré dans mon appartement silencieux. Et j'ai dormi d'une traite jusqu'au matin, pour la première fois depuis ce fameux mois d'octobre, 2 ans plus tôt.
Le reste a suivi lentement. Comme c'est le cas pour les choses réelles. Au cours des mois suivants, le procureur a présenté l'affaire devant un grand jury. Et mon frère a été inculpé, non seulement pour l'agression au pavillon, mais aussi pour ce délit plus ancien, et plus lourd, délit de fuite, suite à un accident ayant causé des blessures graves. Les preuves étant accablantes, et les risques de condamnation encore pires, ses avocats l'ont finalement poussé à plaider coupable plutôt qu'à aller en procès. Il a écopé d'une peine, qui m'a semblé à la fois très longue, et complètement dérisoire comparée à 2 années passées dans un fauteuil. L'enquête sur la dissimulation l'a d'ailleurs dépassé, lui aussi. Mon père et Dal Ostrandé ont tous deux dû rendre des comptes. Pour ce qu'il en coûte d'enterrer un accident avec blessés graves, et de payer en espèces pour repeindre les preuves. La justice a des noms pour ça. Et un comté n'aime pas qu'on lui mente. Le contrat de distribution, pour lequel mon père avait sacrifié sa fille, s'est envolé. Exactement comme il le redoutait. Même si ce n'était pas pour la raison qu'il craignait. Coleman a déposé la plainte civile. Et quelque part au cours de tous ces mois, un accord a été trouvé. Pour un montant que je ne répéterai pas. Sauf pour dire que c'était suffisant, pour que je n'ai plus jamais rien à demander, à qui que ce soit dans ma famille. Meryl Oling a vendu ses camions, un par un. Ma mère vit seule maintenant, dans la vieille maison. Nous nous parlons rarement, et uniquement selon mes conditions. Je ne vois plus mon père du tout. Les gens me demandent parfois, si la justice a un goût de victoire. Et la réponse la plus honnête, c'est que la justice n'a pas ressemblé à un feu d'artifice. Elle a plutôt ressemblé à une porte, qui se referme enfin sur une pièce où j'avais été prise au piège. Une fermeture silencieuse, définitive. Et avec moi, du bon côté. Je vis toujours dans le même appartement de plain-pied. Et je fais toujours des recherches juridiques, sur cette même table de cuisine. Celle-là même où j'ai lu un jour, à minuit, un rapport d'ambulancier. J'ai quelques vrais amis aujourd'hui. Le genre d'amis que je laisse complètement entrer dans ma vie, ce qui est nouveau pour moi. Porteur ce secret toute seule pendant 2 ans, m'a appris que certains fardeaux ne sont pas censés rester privés. J'ai acheté ce fauteuil de meilleure qualité. Celui que la compagnie d'assurance m'avait autrefois refusé. Walt Whitfield et moi déjeunons ensemble tous les 2 mois. Il aime le dîner près du tribunal, et il m'appelle toujours jeune fille. Je n'attends pas que mon père s'excuse. Parce que je comprends enfin, qu'il ne le fera jamais. Et, plus important encore, que je n'en ai pas besoin. C'est la leçon qu'il m'a fallu 2 ans, et une fête de fiançailles gâchée, pour apprendre. Les personnes qui vous ont fait du mal, ne vous livreront presque jamais la vérité. Vous devez la conserver vous-même. Vous devez l'écrire, la dater. Et faire davantage confiance à votre propre mémoire, qu'à leur tranquillité d'esprit. J'ai cessé de demander à être cru. J'ai commencé à tenir les registres. Et les registres m'ont libéré. J'ai passé 2 ans à attendre des personnes qui m'ont fait du mal, qu'elles admettent ce qu'elles avaient fait. Et le jour où j'ai cessé d'attendre pour commencer à l'écrire, a été le jour où j'ai enfin récupéré ma vie. Voilà mon histoire. 2 ans à m'entendre dire que j'avais tout imaginé. Un rapport d'ambulance. Et une fête, qui ont fini par crier la vérité à ma place. Si cela vous a rappelé de faire confiance à votre propre mémoire, ou de conserver les papiers quand personne ne vous croit, prenez ceci comme un signe pour le faire dès aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine.